Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live. Prenez le temps d'arriver, de vous détendre, vous déposer, d'avoir une petite boisson, breuvage avec vous. Et on va pouvoir poursuivre ce sujet passionnant que j'ai reçu de la part d'une maman la semaine dernière. Ça a été vraiment intéressant parce que, comme je disais, c'est ma dernière semaine de live cette semaine. Ça a été des sujets complètement différents d'une semaine à l'autre. On a parcouru différentes problématiques, différents angles d'approche, tout se rattachant bien entendu au système nerveux et au neurodéveloppement. Et je vous ai surtout amené ma manière de fonctionner sur comment analyser la situation auprès de votre enfant. Comment aiguiser votre œil, en fait, en tant que parent, pour mieux distinguer les besoins, orienter votre approche, établir des stratégies efficaces qui abordent réellement la source et non la résultante. Bonjour à vous! Donc, c'est hyper important de voir le neurodéveloppement de cette manière-là. On aborde la source et non la résultante. Et plus souvent qu'autrement, ce qu'on voit en éducation et en parentalité, c'est justement ça, c'est qu'on aborde la résultante. Et donc, la problématique se répète, et se répète, et se répète, et se répète, et on n'en finit plus, et au final, en tant que parent, on devient submergé, épuisé, fatigué, stressé. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, on n'aborde pas la cause, on n'aborde pas l'origine. Mais si on aborde l'origine, ben oui, là, vous allez avoir des résultats qui vont être rapides, efficaces, et qui vont faire boule de neige sur plein d'autres sphères de vie de l'enfant. Donc, c'est ça le but en neurodéveloppement, mes chers. La situation de la semaine dernière, que j'ai reçue, la semaine dernière, et qu'on aborde aujourd'hui, on va l'aborder de manière à vous apporter toute l'origine à l'explication neurologique et neurodéveloppementale liée. Elle va comme suit la situation. Mon enfant a 6 ans Mon enfant a 6 ans échange constamment de main lorsqu'il utilise son crayon ou même des ciseaux. L'enseignante me dit que c'est mauvais pour son écriture. Quoi faire? Donc, on a exploré hier, en lien avec cette question, la notion de coordination bilatérale. Je vous ai mentionné que la raison pour laquelle un enfant change constamment de main, c'est parce qu'il n'a pas été exposé suffisamment dans sa jeune enfance et étant poupon à des mouvements croisés. Les mouvements croisés permettent de développer, et on l'a abordé de surface hier, et là on l'aborde d'autant plus aujourd'hui, permet de développer les connexions synaptiques au niveau d'une structure entre les deux hémisphères, donc l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, qui s'appelle le corps calleux. Le corps calleux arrive à pleine maturité à 8 ans. Donc, le jeune enfant, le poupon, le bébé, bébé, poupon, jusqu'à 8 ans, construit ses connexions synaptiques au niveau sensoriel, au niveau moteur, au niveau des aires primaires, secondaires, tertiaires, et fait avec les mouvements croisés l'accumulation de synapses, de connexions synaptiques au niveau de son corps calleux. Vous savez très bien, bonjour ma chère, comment ça va? Vous savez très bien que l'hémisphère droit contrôle le côté gauche de notre corps, l'hémisphère gauche contrôle le côté droit. Et donc, quand on fait des mouvements croisés, c'est là qu'on se met à développer les connexions synaptiques au niveau du corps calleux.
Et un enfant qui change constamment de main pour utiliser son crayon, ses ciseaux, mais peut-être vous n'avez pas remarqué, mais aussi pour utiliser ses ustensiles, sa fourchette, sa cuillère, peut-être son verre d'eau, sa brosse à cheveux, sa brosse à dents. C'est tout simplement parce que l'enfant n'a pas suffisamment accumulé de connexions synaptiques au niveau du corps calleux étant bébé, poupon, jeune enfant. Et donc arrive comme cet enfant à 6 ans, toujours en train d'alterner entre une main et une autre. Coucou! Et donc, si j'alterne toujours entre une main et une autre, bien, au final, la question que la mère me rapporte, l'enseignante me dit que c'est mauvais pour son écriture. Je vous répondais hier, la réponse est oui. Oui, c'est mauvais pour son écriture. Pourquoi? Parce que l'être humain est fait pour être efficient et être efficace. Et si à chaque fois que j'utilise un crayon, un ciseau, un verre d'eau, un ustensile, l'enfant est en train de se demander avec laquelle des deux mains je vais utiliser mon outil, mais bien entendu que c'est pas efficace et que c'est énergivore et qu'au final, l'enfant ne développe pas sa pleine capacité avec finesse et avec des mouvements de qualité d'un côté. C'est comme si je vous demandais aujourd'hui, écrivez, si vous êtes droitier par exemple, écrivez-moi en lettres cursives une phrase, sujet, verbe, complément. Vous allez voir que ça va vous prendre beaucoup de temps, ça va être exigeant, ça va être énergivore, vous pouvez peut-être avoir même des compensations au niveau moteur. Pourquoi? Mais parce que vous vous êtes spécialisé avec votre main dominante. Hein? Si vous êtes droitier, vous êtes spécialisé avec votre main droite. Si vous êtes gaucher, vous êtes spécialisé avec votre main gauche. Mais c'est ça l'objectif. Et ce que je vous ai expliqué hier, vers 4-5 ans, la préférence manuelle devrait être pas mal établie. Donc, moi, en tant qu'expert en neurodéveloppement, un enfant vers 5 ans et demi, donc la moitié de la maternelle qu'on considère, nous, au Québec, si l'enfant alterne toujours de main pour utiliser crayon, ciseaux, oui, on lève ce qu'on appelle, ce que je vous disais hier, un red flag. Donc, on se dit, il y a un écart, là. Il y a un écart à rattraper. Et je vous rapportais hier la notion d'ambidextre. Tout le monde me pose la question, oui, mais Patricia, les personnes ambidextres. Les personnes ambidextres, habituellement, ça a été beaucoup plus présent dans le passé, dans le temps de nos grands-parents, dans le temps de nos parents, parce que c'était souvent des droitiers ou des gauchers, mais surtout, avec la religion, avec la culture, on allait tout le temps du côté droit, fait qu'il y avait une contrariété au niveau de la latéralité. C'est qu'on a contraint la personne gauchère à utiliser sa main droite. Fait qu'au final, elle écrit effectivement avec sa main droite, mais elle utilise ses ustensiles avec sa main gauche, se brosse les cheveux avec la main gauche, prend le téléphone avec la main gauche. Et donc, oui, ça finit par être une personne ambidextre, mais la réalité, c'est qu'elle a été contrariée. Et la réalité, c'est que ce n'est pas efficace du tout pour un système nerveux qui est préprogrammé pour être efficace, rapide et efficient. Donc, si on se ramène, par exemple, à l'époque des Cro-Magnons, bien entendu qu'il fallait être efficace pour utiliser un outil. Il ne fallait pas passer 3 heures de temps à se demander « Ah, je vais-tu taper avec ma pierre avec ma main droite ou avec ma main gauche? » Ou avec quelle main je vais utiliser mon tir à l'arc ou avec quelle main je vais utiliser mon genre de couteau ou peu importe. Non, il fallait choisir une main. Mais le choix de main se fait naturellement quand bébé, jeune enfant, on a été suffisamment stimulé. Et comme je vous disais hier, tout part de la motricité globale. Par exemple, comme je vous mentionnais, un enfant
qui ont rampé toujours du même côté. Okay? Rampé comme un lézard. Là. Toujours main droite avec la poussée du pied droit. Et toujours le pied gauche avec la main gauche, mais tu sais, tout en même temps d'un bloc. Donc tout le temps symétrique. Ben, vous voyez que c'est pas croisé. Au début, l'enfant, quand il va commencer à se dandiner, à tourner dos-ventre, ventre-dos, et à commencer à ramper, il va faire du symétrique. Et après, ce qu'on appelle en neurodéveloppement le contralatéral, le mouvement croisé arrive. Mais ce mouvement croisé-là est important pour le début des connexions synaptiques au niveau du corps calleux qui permet éventuellement le développement de la latéralité. Même chose pour le quatre pattes. Au début, on va voir notre enfant, il va avancer main droite avec le genou droit, puis main gauche avec le genou gauche, pour éventuellement être main droite avec le genou gauche et main gauche avec le genou droit, comme notre patron de marche. Et ça, c'est déjà, mes chers, l'amorce des mouvements croisés au niveau de notre séquence développementale. Et donc, toute la motricité globale permet de construire la motricité fine. Et quand on arrive en motricité fine, ben, les meilleurs exemples d'activités de coordination bilatérale, il y en a plein. Par exemple, juste, oui, vous découpez, j'ai une main qui tient et j'ai l'autre main qui fait. Il y a une coordination qui est faite entre la main gauche et la main droite. Quand je vous disais poupon, on joue avec des perles pression. J'ai une main qui tient, par exemple, la perle qui a un trou, et j'ai une autre main qui fait et qui rentre la perle dans le trou avec celle qui a comme un embout extérieur. Pouf! Et si je retire, la même chose. Mais les mains en elles-mêmes font une activité qui est différente. Mais pour autant, c'est bilatéral, on le fait ensemble. Il peut y avoir une main qui fait, une autre main qui fait autre chose. Quand on vieillit, ça vient vers d'autres activités. Juste boutonner les boutons. J'ai une main qui tient et l'autre main qui rentre le bouton. Même chose pour la fermeture éclair. Peut-être que vous avez déjà vu des jeux pour enfants. C'est comme des plaquettes de bois avec des formes. Et l'enfant enfile un lacet dans les trous autour de l'animal. Moi, j'appelle ça les animaux à lacets. Mais il y a une main qui tient, il y a une autre main qui fait, et pour autant, c'est une activité à deux mains. Mais tout ce que je viens de vous dire, c'est des activités qui permettent le développement des connexions synaptiques au niveau du corps calleux, qui est directement relié à l'établissement de la latéralité, donc à l'établissement de est-ce que votre enfant, il est droitier ou gaucher? Donc, par rapport à la question que la maman m'a posée que j'ai reçue la semaine dernière, cet enfant de 6 ans, oui, il présente un retard. Si je le force à utiliser la main droite, est-ce que c'est une bonne idée ou la main gauche? Mais non. Parce que si on force l'enfant à dire « Ok, tu vas utiliser que la main droite », ça fige d'une certaine manière ses aires. Au niveau cérébral, ça va venir rigidifier et au contraire, ça entraîne des patrons compensatoires. Non, nous, ce qu'on veut en neurodéveloppement, c'est que ça vienne de soi. Tout comme la parole devrait venir de soi, tout comme la marche devrait venir de soi, tout comme l'attention devrait venir de soi, les apprentissages devraient venir de soi. L'enfance, moi je vous le répète tout le temps, ça ne devrait pas être une bataille. Si on comprend l'origine et la source des étapes sautées ou escamotées des enfants, on rattrape la source, on reconstruit ou on solidifie la base et tout le reste se place de soi. Donc cet enfant notamment, et ça on va en parler demain dans la posture parentale et on va en parler aussi jeudi dans les solutions concrètes, mais on va travailler énormément les activités d'ordre bilatéral. Puis là on va aller dans des exemples encore plus détaillés.
Mais vous voyez, on peut pas juste dire « Ah, ben mon enfant, il change tout le temps de main, je vais le forcer à utiliser une main. » Ça marche pas comme ça. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Sinon, je vous invite, hein, bien entendu, à m'écrire en message privé si vous avez des questions. Je sais que pour la plupart, vous m'écrivez des questions en privé. Mais sinon, j'aime toujours pouvoir y répondre en live. Hein, c'est fait pour ça. Surtout que c'est la dernière semaine des lives. Donc, allez-y pleinement. Donc, voilà. Un autre aspect au niveau neuro, c'est le concept du croisement de la ligne médiane. Outre les activités bilatérales donc qu'on fait à deux mains, le croisement de la ligne médiane, ça veut dire qu'on va venir croiser complètement. Et donc, des activités notamment qui sont super pour les enfants à faire, tout petit poupon, jeune enfant, bref, en bas âge, c'est que justement, la main droite doit aller chercher en croisant la ligne médiane, par exemple, je sais pas moi, une balle pour aller la déposer de l'autre côté. Et même chose, la main gauche de l'autre côté. Ça va énormément aider à accélérer les connexions synaptiques au niveau du corps calleux. Puis comme je le dis, on va aller plus en détail au niveau du type d'activité, mais le concept de croisement de ligne médiane et coordination bilatérale, c'est hyper crucial. En tout et partout, pour permettre à notre enfant de développer sa motricité fine, le concept, mais vraiment de pouvoir établir naturellement sa latéralité, outre les activités au niveau coordination bilatérale et croisement en ligne médiane, ça va être aussi d'exposer notre enfant à une foule d'objets et d'activités, dans le sens que on peut mettre par exemple une feuille au mur et l'enfant, avec autant sa main droite que sa main gauche, il va venir gribouiller, il va venir dessiner. Parce qu'à travers ça, il fait du croisement de ligne médiane, parce qu'il envoie sa main droite très loin au niveau, par exemple, du côté gauche, et autant la main gauche au niveau du côté droit. Mais ça permet de justement exposer l'enfant. Pour que l'enfant développe une préférence manuelle, il faut que il soit stimulé d'un point de vue manuel. Il faut qu'il soit exposé à une foule d'outils, que ce soit des craies, des pastels, des feutres, des crayons de bois, des crayons de cire, et qu'il s'amuse autant avec la main droite que la main gauche. Même chose avec les objets au sol. Et tout ça part de très très petits poupons. Toute l'exploration des jouets qu'on apporte à la bouche, mais le bébé qui puisse le faire avec la main droite ou autant la main gauche, ça part de tout petit qui commence à comprendre qu'il peut faire quelque chose avec une main et avec l'autre main, et qu'éventuellement, les deux mains peuvent s'aider. Mais ça commence tout jeune. Chaque étape dans le neurodéveloppement est hyper importante parce que l'étape en amont permet de construire ce qui s'en vient. Et c'est comme ça. Le sensoriel permet de construire le moteur permet de construire ce qui est perceptivo-moteur, attentionnel et langagier, ce qui permet de développer l'autonomie, les comportements et les apprentissages. Tout se construit comme ça. Et donc, en faisant le travail, comme je vous dis, d'exposition à une foule d'outils, d'explorer librement sa motricité avec une foule d'objets, on est dans le sensorimoteur ici. Pour aller vers une activité liée aux apprentissages qui est située après, qui est l'écriture. Mais au départ, il faut que l'enfant le fasse avec une foule d'objets, et même avant, c'est ce que je vous disais au début du live, avec son corps. Ramper en croisé, marcher en quatre pattes, en croisé. Comme la motricité fine vient après
la construction de la motricité globale, bien entendu qu'il faut que la motricité globale ait pu se développer librement et dans toute son ampleur, dans des mouvements, bonjour à vous, dans tous ces mouvements possibles. Hein. Le neurodéveloppement, c'est ça qui est absolument génial. C'est dès qu'on remonte à la source, après, le résultat vient de soi. Hmm? Et oui, j'en parlais hier notamment. Tu sais, par exemple, vous avez un enfant qui utilise tout le temps sa main droite pour écrire, mais pour découper, il utilise tout le temps sa main gauche. Et pour utiliser sa fourchette, il est tout le temps avec sa main droite, mais pour utiliser sa brosse à dents, il est tout le temps avec sa main gauche. On peut voir aussi dans l'avancement de l'évolution de l'enfant au niveau de sa latéralité, qu'au début, il y a une préférence manuelle pour un outil pour une main. Mais pour éventuellement aller vers qu'une main. Hein? Donc, on va pas se dire, ah, ben mon enfant utilise les ciseaux avec une main, puis avec le crayon avec l'autre main, puis c'est comme ça. Non, c'est pas efficace. C'est pas efficace à court, à moyen et à long terme. Non, ce qu'on vise, c'est exposer l'enfant, stimuler à fond dans une foule d'activités pour que justement la préférence manuelle, la dominance vienne de soi. Et comme je vous disais tout à l'heure, non, le fait d'être ambidextre, c'est pas quelque chose qui fait partie intégrante du neurodéveloppement. Hein, c'est souvent parce qu'il y a eu contrariété, parce qu'on a contrarié l'enfant à utiliser une main pour écrire, mais il utilise quand même sa main gauche pour tout le reste. Et ça, c'est pas top. C'est pas top. Puis je vous l'ai dit, l'humain est fait pour être efficace. L'humain est fait pour être efficient et agir de manière rapide. C'est pour ça que notre dominance, on parle tout le temps de la dominance manuelle. Hein? Moi, je suis droitière. Mais on a aussi une dominance au niveau de notre œil. On a un œil dominant. On a une oreille dominante. Hein? Sur quelle oreille vous mettez votre téléphone? Hein? On a une articulation temporomandibulaire dominante. Hein? Même le côté préférentiel que vous allez mastiquer, il y en a un. Et bien entendu, on a une jambe dominante. Et ça se peut que ce ne soit pas la même. Hein? Je vous donne un exemple. Rafael Nadal, sa main dominante, on le sait, il est gaucher, mais son œil dominant, c'est le droit. Donc lui, ça lui donne un avantage parce que pendant qu'il fait son service, il est quand même capable de très bien voir. Et ça, c'était super quand j'ai lu là-dessus. J'ai dit, ah, wow, ça lui donne un avantage. Mais vous voyez qu'on a toute une préférence manuelle à différents niveaux. Et oui, il faut établir. Hein? C'est pas efficace pour un humain d'avoir les yeux, lequel des deux est dominant. J'alterne tout le temps d'oreille quand je veux écouter au téléphone ou même quand je veux écouter une conversation qui est importante. Même chose pour le pied. On le voit, hein, au foot, il y a un pied dominant, c'est celui qui kick le ballon. Parce que l'humain est fait pour pouvoir fonctionner efficacement. Et dans le domaine de l'écriture, hein, c'est pour ça que l'enseignante, elle mentionnait que c'est mauvais pour son écriture. Oui, surtout quand on pense à nos cocos, rapidement, ils apprennent l'écriture manuelle cursive, donc en lettres attachées, qui est quand même plus complexe que l'écriture script, hein, avec levée de crayon. Donc, pour ça, il faut avoir une fluidité. Pour avoir une fluidité, il faut avoir une dissociation, il faut avoir une main qui travaille bien, une main qui est la meilleure des deux. Puis je vous mentionnais hier, il y a aussi l'aspect sensoriel. Hein, si par exemple, je vous mets en ce moment des mitaines dans vos mains, ok? Tu sais, les mitaines complètes, là, qu'il n'y a pas de doigts séparés, là. Une mitaine complète.
puis je vous demande d'écrire. Mais autant avec votre main droite que votre main gauche, ça va pas être super facile, hein? Vous allez tenter avec votre main droite de dire, oh, je sens pas trop ce que je suis en train de faire, fait que je vais le transférer avec ma main gauche, puis je vais le transférer avec ma main droite. Fait qu'il peut avoir même un aspect sensoriel qui explique pourquoi, au-delà des connexions synaptiques au niveau du corps calleux, pourquoi vous alterneriez entre la main droite et la main gauche. Des fois, c'est parce que on est hyposensible au niveau tactile et proprioceptif, au niveau de la main, qui fait que, ben, on sent pas, tout comme si on avait des mitaines. Hein, nos enfants, quand ils sont hyposensibles, donc ils sentent moins, ben c'est comme s'il y avait une mitaine qui couvre la main, qui couvre les doigts, et qui empêche la dissociation avec une clarté au niveau de la conscience corporelle de chacun des doigts. Et oui, ça nuit aussi à l'écriture, parce que quand j'écris, je suis pas en train de faire un mouvement comme ça. Hein? Ça, c'est une prise. Bon, la première prise, c'est une prise palmaire au niveau des jeunes enfants. Après, ça va venir une prise comme ça, plus le poignet en position neutre. Au début, il peut peut-être avoir une prise à 4 doigts, mais éventuellement, la prise, c'est une prise tripode à 3 doigts qui est la plus efficace. Mais vous voyez comment je dissocie mes mouvements et à quel point il y a une opposition aussi qui est faite au niveau de mon pouce. Mais pour ça, il faut que j'ai de la clarté dans la représentation mentale de ma main, de mes doigts. Mais pour ça, il faut que je la sente bien, ma main. Et si je la sens pas bien, ben c'est là que je vais alterner. Puis là, je vais alterner. Puis là, je vais l'alterner encore. Puis là, laquelle des deux mains? Donc, vous voyez, il peut y avoir un paquet d'influences liées au sensoriel aussi sur l'établissement de la dominance. Est-ce que vous avez des questions par rapport au sujet du jour et de la semaine? C'est un sujet qui est passionnant, hein, parce que justement, ça vient chercher beaucoup, beaucoup d'aspects. Puis on va aller revoir d'ailleurs demain dans la posture parentale comment bien accompagner un enfant. Parce que des fois, on va se dire « Oh, mon enfant, il est paresseux » ou « Oh, mon enfant, il veut pas. Oh, mon enfant n'aime pas l'école » ou « Oh, mon enfant, il aime pas écrire. » Mais oui, mais il aime pas écrire parce que. Il aime pas dessiner parce que. Il aime pas faire des casse-têtes parce que. Bonjour à vous! Il y a toujours une cause qui explique pourquoi un enfant n'aime pas écrire. Hein? C'est parce que il ne se sent pas adroit dans l'écriture. Il se sent pas à l'aise. Et moi, ce qui m'intéresse en tant qu'experte en neurodéveloppement, c'est d'aborder la cause pour intervenir à la source et ne pas basculer dans des étiquettes comportementales en disant « Ah, ben, il aime pas ça. » Ben non, c'est qu'il n'aime pas ça en lien avec ses capacités, ou plutôt son manque de capacité. Et c'est pas parce qu'il n'aime pas l'école. Tous les enfants sont faits pour apprécier les apprentissages, pour apprendre à développer leurs capacités. Donc, moindrement qu'ils refusent de faire une activité de bricolage, de dessin, d'écriture, c'est parce qu'il y a des difficultés. Et c'est à nous, en tant qu'adultes, de trouver où se situent les difficultés et pourquoi il les a. Parce que l'enfant, il ne sait pas. Bien entendu qu'il ne sait pas, il y a 6 ans. Et comme je vous disais, de toute façon, le corps calleux arrive à maturité à 8 ans. Hein? Fait que c'est pas pour rien qu'on commence à apprendre à écrire et à lire, du moins au Québec, à 7 ans. Un peu avant la maturité pleine du corps calleux. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas poser de diagnostic de dyslexie avant 9 ans. Parce qu'au niveau neurologique,
le corps calleux n'est même pas assez mature. Donc, on peut pas dire que l'enfant est dyslexique si les structures elles-mêmes, d'un point de vue cérébral, on leur a même pas permis d'arriver à maturité pour se prononcer. Non, pour se prononcer, il faut attendre que l'enfant soit rendu à un niveau où est-ce qu'il peut mettre en place ses capacités. Hmm? Tu sais, par exemple, moi, j'ai eu tellement de consultations. Tu sais, moi, vous le savez, j'avais ma clinique privée ergothérapie enfance à Prévost, au Québec, pendant 6 ans. Puis j'avais des consultations de ce qui est en lien avec l'écriture pour des jeunes 6 ans. Tu sais, ils arrivaient en première année. Nous, au Québec, c'est en première année. Ils arrivent à 6 ans ou, ben, dans le fond, en première année, ils ont 6 ou 7 ans. Mais moi, j'ai eu un petit coco, il venait d'avoir 6 ans. Et là, on vient me consulter pour des difficultés d'écriture. Mais c'est un jeune 6 ans. Hmm? Et donc, comme je vous dis, tout ce qui est prêt pour apprendre l'écriture, la lecture, au niveau de la stabilisation des réseaux, c'est vers 7 ans, puis la maturité pleine du corps calleux est à 8 ans. Donc, pour moi, un jeune de 6 ans, là, qui vient juste de fêter son anniversaire, c'est dans le neurodéveloppement que ça se peut très bien qu'il soit pas pleinement en mesure d'écrire encore, puis que ça soit un peu laborieux. C'est pas anormal. Oui, avec cet enfant-là, on a travaillé la motricité fine, le croisement de la ligne médiane, la coordination bilatérale. On l'a exposé à plein d'outils, à plein de surfaces thérapeutiques pour rattraper une certaine forme d'écart ou par rapport aux exigences scolaires. Mais en soi, d'un point de vue neurodéveloppemental, il n'est pas si en retard que ça. Hein? C'est ça que les écoles de pensée comme Montessori ou comme les écoles Steiner-Waldorf, ils suivent énormément. Parce qu'ils suivent le cours du neurodéveloppement naturel de tout humain. Et donc les exigences sont différentes à ce niveau-là. Donc voilà mes chers, voilà pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la posture parentale. Hein, donc, on va explorer comment se positionner en tant que parent, mais en tant qu'intervenant aussi, si vous êtes éducateur, si vous êtes enseignant, si vous êtes accompagnateur ou nounou. Et même chose pour les professionnels de la santé. Donc, si vous êtes professionnel de la santé, on va explorer en tout et partout comment se positionner, puis comment accompagner au mieux un enfant qui manifeste justement des comportements comme ça, parce que moindrement qu'on réagit d'une certaine manière, un petit peu plus, en perdant patience ou peu importe, ben oui, ça va venir plus nuire que d'autres choses. L'enfant dans ce genre d'activité-là, il va finir par développer même peut-être une aversion en lien avec les activités liées à l'écriture, au découpage, etc. Donc l'objectif, ça va être au contraire d'être un adulte qui va apporter des interventions constructives. Donc c'est ça qu'on va explorer demain. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à demain mes chers. Bye bye!